Aujourd'hui, je vais essayer de vous apprendre comment devenir un woke. Grosso modo, c'est un terme qui apparaît au début des années 2010, mais c'est comme à peu près tous les termes, c'est réactualisé. On a déjà parlé des woke. C'est un fait quand même drôle. Des fois, l'histoire est marrante pour ça. On parlait de woke pour décrire, ou de wide awake, les gens qui sont éveillés, pour parler de ceux qui soutenaient Abraham Lincoln. Donc, dans le fond, vous savez que le Parti républicain aux États-Unis, contrairement à ce que tout le monde pense, ce sont les démocrates qui étaient esclavagistes. Le Parti républicain, lors de l'élection de 1860, porte Abraham Lincoln au pouvoir, et c'est eux qui s'opposent principalement à la propagation de l'esclavage. Et c'était les wide awake, le mouvement du wide awake, donc les woke qui appartenaient à ça, ce sont les gens qui s'opposaient à l'esclavage. Donc les woke, c'est quoi? C'est ceux qui se considèrent comme ayant un état d'éveil face à l'injustice. Donc ça peut être très large. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que ça a même été décrié par Obama, l'ancien président des États-Unis, ce cher Obama, qui avait dit dans une série de tweets qui ont été repris après dans un article, il dit of purity and you're never compromised and you're always politically woke and all that stuff. You should get over that quickly. The world is messy. There are ambiguities. Yep. People who do really good stuff have flaws. People who you are fighting may love their kids. Cette idée de pureté et le fait que vous ne soyez jamais compromis et que vous soyez politiquement woke, donc c'est-à-dire éveillé, et tout ça, vous devriez vous en remettre rapidement. Le monde est en désordre, il y a des ambiguïtés, les gens qui font de très bonnes choses ont des défauts. Des gens avec qui vous vous battez peuvent aimer leurs enfants et même, vous savez, partager certaines choses avec vous. Donc, dans le fond, autrement dit, ce qu'il dit, c'est que les gens que vous, les woke, vous prétendez combattre, sont pas si différents de vous. Ils ont une mère, un père, ils ont des amis, ils ont des gens qui aiment, ils ont des gens qui aiment moins, ils ont des passe-temps, ils ont toutes sortes de choses qui font que ce sont des humains pas tellement différents de vous et moi. Donc, en fait, ce qui est important on va y aller étape par étape, mais dans votre transformation woke, là, dans votre éveil, on va s'éveiller aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de parler le langage néo-identitaire. Donc, c'est le terme qu'emploie le journal Marianne, le 12 avril 2019, dans un article. Et eux autres, ils décrivent le terme woke, dans le fond, ce que vous allez devenir, comme quelque chose qui désigne un membre d'un groupe dominant qui devient conscient du système oppressant les minorités et n'hésite pas à dénoncer les discriminations en utilisant le vocabulaire intersectionnel. Donc, j'expliquerai un peu plus loin c'est quoi l'intersectionnalité. Vous allez voir, c'est un mot compliqué qui finalement veut pas dire grand-chose. Donc, on s'en va, on devient woke. Donc, première étape, ça c'est important, on va y aller étape par étape. Vous avez besoin d'utiliser un certain nombre de mots et d'expressions. Pas besoin de les comprendre, là, juste les utiliser. Mais je vais quand même vous les expliquer pour que vous puissiez avoir l'air pas trop crétin en utilisant ces mots-là. Donc, on commence par le racisme systémique. Donc, c'est un mot qu'on entend souvent. On demande au premier ministre du Québec de le reconnaître. Ah oui, il faut que vous reconnaissiez qu'il y a du racisme systémique, c'est important, blablabla. Donc, c'est quoi ça? C'est une théorie selon laquelle, ou disons, c'est une idée selon laquelle, parce qu'une théorie, ce serait peut-être donner un peu trop d'importance à cette expression-là, mais c'est une idée selon laquelle, même lorsqu'il n'existe pas de loi discriminatoire, le racisme se structure en prenant appui sur les institutions de l'État, ce qui produit des faits de hiérarchie entre les citoyens selon leur couleur de peau. Donc, c'est-à-dire que vous le voyez pas, là, mais de manière insidieuse, de manière obscure, il y a un racisme qui s'est érigé au niveau du système comme tel et qui est devenu presque institutionnalisé. Comme j'ai déjà dit, en réalité, le seul exemple concret qu'on pourrait avoir de ça, c'est la loi canadienne sur les Indiens. Ça, c'est vraiment un vrai exemple de loi raciste où on fait des citoyens appartenant à une race, parce que c'est vraiment ça, parce que pour être considéré comme un Amérindien au sens de cette loi, en fait comme un Indien au sens de cette loi-là, parce que c'est les mots qui sont utilisés, vous devez avoir du sang.
Alors ça se voit plus nulle part sur Terre, là, ce système-là. En général, on dit, ben, si vous êtes né sur un territoire, si vous êtes né en France, vous êtes français. Bon, c'est comme ça qu'en général, on conçoit le monde. Bon, mais au Canada, pour être amérindien, il suffit pas d'être né sur une réserve ou né à Wendake ou peu importe, ou dans le nord canadien. Il suffit d'avoir un membre de vos ancêtres qui lui-même le souhaite. C'est-à-dire que vous devez faire la preuve que vous avez du sang autochtone. Ce qui est une loi, ce qui est un principe racial. Que ça fasse l'affaire des gens ou pas, ça c'est une autre affaire, mais c'est un principe racial. Mais en dehors de cette loi-là, l'idée de dire qu'il y a une société qui est systématiquement raciste ou de manière systémique, je veux dire, ça relève d'une vision quand même assez fantasmée de la réalité. Mais bref, l'idée, c'est que de vous comprendre que vous devez utiliser ce terme-là. Donc, premier terme à utiliser, le racisme systémique. Un autre terme qui s'y rattache, que vous devez utiliser, c'est le terme racisé. Donc ça, c'est un nouveau mot qui a fait son apparition. Moi, jusqu'à très récemment, on n'entendait pas du tout ça, mais aujourd'hui, on désigne... En fait, c'est pas compliqué. C'est quoi quelqu'un qui est racisé? C'est quelqu'un qui est pas blanc. C'est, grosso modo, là, c'est un terme utilisé pour désigner toutes les personnes dont la couleur de peau n'est pas blanche. Donc, ça veut dire que si vous êtes un Canadien, mais d'origine africaine, vous êtes quelqu'un qui est racisé. Et puis là, l'utilisation de ce terme-là, parce que c'est toujours important de se ramener à l'idée de ce que c'est qu'un woke. Donc, c'est pour ça que je vous invite à le devenir éventuellement. C'est quelqu'un qui a conscience des discriminations, mais tout en les subissant pas, parce qu'il doit être conscient de son privilège. Ça, j'y viendrai aussi là-dedans. Donc, racisme systémique, racisé, vous avez déjà deux termes avec lesquels vous devez vous familiariser. Le troisième terme, ça va être le cisgenre. Donc, c'est quoi cisgenre? C'est important de suivre, là, parce que les autres, ils inventent des mots un peu au fur et à mesure où ils parlent. Donc, cisgenre, c'est quoi? C'est une personne qui est cis, c'est qui s'identifie à un genre correspondant à son sexe biologique. C'est le contraire d'une personne qui est trans. Donc, transgenre, c'est quelqu'un qui s'identifie du sexe opposé, ou en tout cas là, ça devient compliqué parce que normalement, trans, ça veut dire au-delà de. Fait que tu devrais être, quand t'es trans, tu devrais être ni homme ni femme. Mais bref, tu t'identifies à un sexe qui est différent de celui que tu avais à ta naissance. Donc, le profil du mâle cisgenre hétéro blanc, donc c'est ça qu'on veut dire là-dedans. C'est le cis, c'est celui qui est entre très gros guillemets normal. On comprend ce que je veux dire, là? C'est celui qui appartient à la norme au sens de la majorité. Donc, c'est important d'utiliser ces mots-là parce que comme ça, on met une étiquette, on colle quelque chose sur... Avant, on se posait pas cette question-là. On disait, ben oui, Jean-Paul, c'est un homme. On se disait pas Jean-Paul, lui, il est cisgenre. Ah ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Ben ça veut dire qu'il accepte et il s'identifie au sexe qui correspond à sa biologie. Autrement dit, il accepte le fait d'avoir un pénis. Pour beaucoup de gens, c'est important aussi de comprendre que pour beaucoup de gens, c'est très peu compréhensible, là, toutes ces affaires-là. Mais bref, cisgenre, c'est un mot que vous devez utiliser. Tout ça se rapportant, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, à l'intersectionnalité. Donc, c'est quoi l'intersectionnalité? C'est un concept qui dit que... il y en a qui utilisent l'intersectionnalisme, là, mais moi, je trouve ça un peu compliqué. Bon, disons, l'intersectionnalité, c'est une notion de sociologie, ou en tout cas de réflexion politique, de tout ce qui analyse la société, qui désigne la situation de personnes qui vont subir simultanément plusieurs formes de domination ou de discrimination dans une société. Donc, par exemple, mais imaginons, je sais pas moi, il y a une femme noire pauvre qui se fait insulter parce qu'elle est en voiture et elle vient de couper le chemin à quelqu'un. Ben là, on ne saura pas c'est quoi la cause réelle qui a déterminé son agresseur, si vous voulez, à lui crier après. Mais l'idée là-dedans, c'est surtout que
faut pas voir qu'elle se fait insulter parce qu'elle conduit comme un pied puis elle vient de couper le chemin à quelqu'un, mais parce qu'elle est noire, parce qu'elle est une femme, parce qu'elle est pauvre, etc., etc. C'est comme si on pouvait savoir la richesse de quelqu'un qui nous coupe le chemin. Je veux dire, c'est quand même, on est rendu là. Il y a des points là-dedans, on est dans la débilité métaphysique, là, mais je veux dire, c'est comme ça. Donc, l'intersectionnalité, ça doit faire partie de votre vocabulaire. Ça nous amène aussi à un autre concept qui est le blantriarcat. Donc ça, c'est quoi? C'est le concept intersectionnel qui désigne un système de domination perpétuant le pouvoir des hommes blancs sur le reste de la société. Donc autrement dit, vous le savez pas, là, mais toute la société qui nous entoure est faite pour que les hommes blancs dominent toutes les autres. Donc d'abord dominent les femmes, ensuite dominent les individus de couleur, les gens racisés, et ensuite tout le reste. Là, ça va même jusqu'aux animaux si on veut rentrer dans le véganisme. Et de là, dans le blantriarcat, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le privilège blanc. Donc ça, c'est quoi le privilège blanc? C'est un autre concept que vous devez assimiler pour être un vrai woke. C'est un concept selon lequel l'intégralité des personnes blanches, donc des personnes non racisées, c'est drôle parce qu'on vient de vous définir comme étant appartenant à la personne blanche. Donc, toi, que ça te plaise ou pas, t'es un blanc, mais toi, t'es pas racisé. Et bref, fin de la parenthèse. Donc, les personnes blanches bénéficient d'un ensemble d'avantages sociaux, économiques et culturels tout au long de leur vie, et ce, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Ça veut dire que si t'es un pauvre blanc qui reste à Détroit, ben, quand un joueur de basket afro-américain te fait la morale sur ton privilège blanc, tu devrais acquiescer et dire « Oui, c'est correct, je m'en rends pas compte, je le sais que je suis privilégié par rapport à toi. » Donc, c'est ça que ça veut dire. De là aussi en découlent d'autres concepts, comme par exemple l'appropriation culturelle. Ça, c'est un concept que vous avez sûrement entendu parler plus d'une fois. Donc, l'appropriation culturelle, c'est quoi? C'est un concept qui dit que toute utilisation d'un élément de culture dominé par un élément d'une culture dominante est irrespectueuse et oppressive par nature, je dirais. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a toujours juste un sens à ces mots-là. C'est-à-dire que vous pouvez pas dire que, je sais pas moi, une personne qui vient de la Jamaïque, qui mange des bines, vous pouvez pas dire que ça c'est de l'appropriation culturelle parce qu'elle a le droit, parce que vous êtes les dominants. Je sais pas trop en vertu de quoi, puis en comment les Québécois dans l'histoire ont dominé les Jamaïcains, je sais pas vraiment, mais bref, c'est comme ça. Donc l'appropriation culturelle, c'est quoi? C'est une Québécoise qui s'en va en vacances en Jamaïque puis qui revient avec les cheveux comme Bob Marley. Ça, c'est de l'appropriation culturelle. Quelqu'un qui se fait, je sais pas moi, qui met des plumes pour se déguiser à l'Halloween, ben c'est de l'appropriation culturelle parce que tu as décidé de déguiser en autochtone. Donc, et puis toute forme d'utilisation d'éléments de culture, c'est considéré comme une oppression, une violence qui est faite aux gens qui appartiennent à cette culture-là. C'est pour ça qu'il faut changer le nom des Redskins au football puis les appeler maintenant, on sait plus trop quoi, parce que les Redskins, ça fait référence à la peau rouge, donc à les Autochtones. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est qu'on peut traiter les gens de redneck, mais pas de Redskins. Ça, c'est un autre contradiction parmi tant d'autres. Comme je l'avais déjà expliqué, les rednecks étant les immigrants irlandais qui étaient venus aux États-Unis puis qui avaient toujours des coups de soleil parce qu'ils labouraient la terre au soleil. Donc on les appelait les rednecks parce qu'ils avaient le cou toujours plein de rougeur. L'appropriation culturelle, un autre concept que, en tant que bon woke, vous devez avoir assimilé. Ensuite, on a la culture du viol. Donc, la culture du viol, là-dedans, c'est utilisé pour qualifier un ensemble de comportements et d'attitudes partagés au sein d'une société donnée qui minimiserait, normaliserait, voire même encouragerait le viol. Donc, que tout ça ce soit vrai ou pas, l'important, c'est juste de maîtriser ces concepts-là. Vous avez ensuite le white tears ou male tears. Ça, c'est un concept qu'on entend moins souvent, mais c'est utilisé pour rire de l'hypersensibilité présumée des hommes ou des blancs qui supporteraient pas d'être remis en cause en tant que tel. Ça veut dire, quand vous dites à quelqu'un, toi tu comprends pas, t'es juste un blanc avec ton privilège blanc, puis il veut dire, là, privilège blanc, je travaille au salaire minimum, puis mon boss me botte le cul, puis ma blonde me laisse. Là, on dit, white tears, tu sais, fais-moi pleurer, tu sais, moi, ma vie est bien plus dure que toi. Donc, c'est un genre
de concepts moqueurs. Le dernier concept que vous devez connaître, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire que c'est l'idée qui veut qu'une personne privilégie naturellement les faits qui l'arrangent. Donc, c'est une notion qui est utilisée par certains militants pour démontrer que leurs contradicteurs, dans le fond ceux à qui vous parlez, ne peuvent prouver l'inexistence d'un racisme d'État, d'un privilège blanc ou d'une appropriation culturelle. Donc, autrement dit, ça veut dire que comme les gens ils peuvent pas prouver là vous dites aux gens ben ouais mais tu crois pas à ça la culture du viol, démontre-moi que ça existe pas. Donc vous inversez le devoir de preuve. C'est vous qui inventez un concept, mais c'est eux qui doivent démontrer que le dit concept n'existe pas ou n'est pas opérant dans la réalité. Donc c'est le biais de confirmation. C'est aussi l'idée que les gens ils vont refuser cette idée, vos idées parce que eux, cette réalité-là les arrange. Donc, ils vont dire, ben non, le white privilege n'existe pas parce que, puis là, vous allez dire, parce que toi, tu vis là-dedans, que toi, ça t'arrange, donc tu vois pas ce privilège-là. Donc ça va pour les concepts à utiliser. Maintenant, les techniques. Parce que là, c'est pas tout de connaître le langage, mais ça prend quand même les techniques. Donc, une des techniques les plus connues, ou disons la première, dont j'ai envie de vous parler, c'est que vous devez absolument y aller du cancel ou du call-out culture. Donc, c'est comme ça que vous devez vous comporter. Donc, à quoi ça consiste, ça? C'est que vous devez dénoncer publiquement en vue de vous débarrasser ou d'ostratiser les individus qui vous ont brimé ou que vous jugez avoir été brimés par. Donc, vous devez dénoncer publiquement des groupes qui sont responsables d'actions ou de comportements perçus comme problématiques ou encore des individus. Donc, c'est un peu une variante moderne de l'appel à l'excommunication. Donc, un exemple de ça, c'est beaucoup le MeToo Movement. Puis là, attention, le but, c'est pas de dire qu'il faut pas dénoncer. Le but, c'est que la technique woke, c'est de dénoncer sur la place publique sans passer par le système judiciaire. Donc, par exemple, mettons, je dis ça comme ça, là, j'ai pas d'exemple en tête réel, mais mettons, déclarer sur Instagram que quelqu'un vous a mordu une cuisse, en sachant très bien qu'une forme de lynchage va s'en suivre. Donc, c'est ça le but. Le but, c'est ça. Ça, c'est des techniques woke très connues, là. C'est le cancel culture, c'est le call-out culture, c'est faire des déclarations parce qu'on sait très bien que ce qui va s'en suivre, c'est une mise au rencard de la personne dont on a déclaré des faits, que d'ailleurs les faits soient vrais ou pas par rapport à leur comportement. Ça se rapproche d'ailleurs des techniques utilisées par la religion catholique ou juive à l'époque lorsqu'on traitait quelqu'un d'athée. Ça c'est drôle si vous connaissez l'histoire du philosophe Spinoza. Donc Spinoza, c'est un philosophe qui traitait de toutes sortes de questions, puis en 1656, il a été finalement excommunié par la religion. Et qu'est-ce qu'il disait, Spinoza? C'était assez simple, finalement, il n'y a pas une grosse hérésie là-dedans, mais il y avait un slogan qui disait « Dieu ou la nature ». Lui, c'était ce qu'on appelle un panthéiste. Il croyait pas au Dieu, style le bonhomme avec une barbe qui regarde l'humanité puis qui leur parle puis qui vous parle quand vous faites une prière. Lui disait non, Dieu, c'est un peu la même chose que la nature. Tu sais, c'est l'intelligence dans la nature, c'est le fait qu'il y a de la vie, c'est le fait que les choses poussent, qu'il y a un soleil. Donc lui, il disait Dieu, la nature, c'est un peu la même chose. Donc, je caricature un peu pour simplifier, mais l'idée, c'est que lui a été banni et maudit pour cause d'hérésie, puis de façon quand même assez violente. Là. De son décret d'excommunication, je vais vous le lire, on l'a encore, ça dit « Sachez que vous ne devez avoir avec Spinoza aucune relation ni écrite ni verbale, qu'il ne lui soit rendu aucun service et que personne ne l'approche à moins de 4 coudées, que personne ne demeure sous le même toit que lui et que personne ne lise aucun de ses écrits. » Et là, le pire là-dedans, c'est que les gens de l'époque comprennent pas trop parce que à l'époque où c'est fait, Spinoza, il y a 23 ans puis il a encore rien publié de ses écrits. Mais vous voyez l'idée, c'est que c'est un vieux procédé qui se faisait, c'est le genre de call-out, si on peut dire. Donc, c'est qu'on vous efface de la société, on vous sort du cercle de la respectabilité. Donc, première technique, le cancel culture, c'est-à-dire tout le monde qui vous agresse ou que vous sentez qui vous agresse, vous les dénoncez sur la place publique et vous les pendez sur la place publique de manière métaphorique, bien sûr. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, en fait, la deuxième technique, c'est ce que je parlais dans un de mes derniers podcasts, le 84, c'est le virtue signaling.
Donc, si vous n'avez pas écouté ce podcast, retournez-y. Donc, je disais là-dedans que le trait déterminant du virtue signaling, c'est quoi? C'est qu'en tant que forme de signalisation, c'est que son objectif principal, quand je dis signalisation, c'est le fait que vous agissez en fonction de signaler quelque chose aux autres. Donc, c'est que son objectif principal, c'est de démontrer ses bonnes valeurs morales, c'est-à-dire de signaler sa vertu. Vous devez donc faire du virtue signaling pour deux raisons, disons deux motifs possibles. Le premier, c'est être motivé par le désir de faire croire aux autres que vous êtes une bonne personne. Et le deuxième, c'est être motivé par le désir de vous prouver à vous-même que vous êtes une bonne personne. Donc, le plus important, surtout, c'est de ne pas prendre aucune action concrète, comme je l'expliquais dans le podcast, en rapport avec votre signalement de vertu. Un vrai woke, ça écrit #Black Lives Matter ou #MeToo dans ses posts sur les réseaux sociaux, mais son action, elle s'arrête là. Il va pas aider des Haïtiens en voyage humanitaire, puis il fait pas de dons ou de bénévolat à des maisons qui s'occupent de femmes battues. Le but du virtue signaling, c'est juste de signaler qu'on est une meilleure personne que les autres. D'ailleurs, c'est ça, le fondement même de la patente, c'est que vous devez utiliser cette technique afin de vous sentir moralement supérieur aux autres et que les autres le perçoivent ainsi. Donc, technique numéro 2, utilisez abondamment le virtue signaling. Il y a une autre technique encore. Cette technique-là, je l'appellerais la victimisation. Donc, j'en ai parlé dans un podcast plus ancien qui s'appelait « La culture de la victimisation ». C'est un mode de vie ou une manière d'agir qui devient une technique qui s'apparente à ce que Michel Onfray appelle dans son livre sur Freud « le verrouillage sophistique ». Donc, lui, il utilisait cette expression-là pour parler de la psychanalyse. J'expliquerai un peu tout à l'heure pourquoi il disait ça, mais c'est-à-dire que le fait de critiquer un woke pour le fait d'être woke est systématiquement une preuve que vous êtes partie prenante du problème qu'il dénonce. Donc ça, c'est important de maîtriser ça si vous voulez être un vrai woke. C'est-à-dire que, prenons un exemple concret, avec le concept de racisme systémique. Soit votre interlocuteur l'admet que ça existe et vous avez raison, soit il le rejette et dit « ben non, ça n'existe pas » et là, vous avez encore plus raison car c'est la preuve que la dite personne est raciste. Riez pas, hein, c'est comme ça que ça marche. Là. Donc, si vous voulez être un vrai woke, là, je dirais, écoutez ce que je dis puis prenez des notes. Là.